Eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de répondre dans cette vidéo à une répartie qu'ont déjà entendu certains membres de Solutions démocratiques au sujet du référendum et plus précisément au sujet du référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle. Donc, vous voyez que la question qu'on me demande de traiter, c'est une question un peu plus pointue que les précédentes. Alors, quelle est cette répartie ? Cette répartie, c'est celle qui consiste à rétorquer que le RIC constitutionnel, ce serait contraire aux droits de l'Union européenne. Donc rien que ça. Alors le sujet, en fait, il m'a intéressé, ou plus exactement, il m'a amusé, puisque cette répartie, c'est en fait une éternelle ritournelle que moi-même j'ai régulièrement entendue sur des sujets très variés, pas seulement sur le référendum, sur des tas de sujets, où vous êtes confronté à des débatteurs qui s'opposent à une mesure ou à une idée et qui s'empressent d'indiquer parfois avec un véritable aplomb, mais ça c'est pas possible puisque ce serait contraire à l'Europe. Donc c'est parfois ce qu'on s'entend répondre, mais généralement sans beaucoup plus de précision par les interlocuteurs qui en réalité sont des interlocuteurs à court d'arguments. Bref, les règles de l'Union européenne, on sait qu'on a parfois tendance à les employer à toutes les sauces pour leur faire dire même des choses qu'elles ne disent pas. Et à titre personnel, toutes les fois où j'ai entendu un tel argument sur, là encore, des questions extrêmement variées, j'ai eu la faiblesse de vérifier parce que je suis moi-même un professionnel du droit. Et dans la quasi-totalité des cas, je me suis finalement aperçu que l'affirmation de la contrariété supposée aux droits de l'Union européenne, c'était une affirmation archi-fausse. Alors pour l'anecdote, j'exerce la profession d'avocat et il y a très longtemps, ma profession, elle évoquait différentes pistes de réforme de son statut professionnel. Et il y avait un point qui revenait parfois, je vous en fais grâce, mais dont quelques confrères m'avaient dit « Ah non, ça ce serait pas possible parce que ce serait contraire au droit européen ». Alors là encore, j'avais vérifié et j'en étais rapidement venu à la conclusion que c'était pas vrai du tout. Donc je referme cette parenthèse anecdotique. Mais si on voulait résumer cela, on dirait que sur la question de la supposée contrariété aux droits de l'Union européenne, faut pas toujours croire ce qu'écrivent certains journaux, ni toutes les brèves qui nous arrivent d'entendre le matin à proximité de la machine à café. Alors, plus sérieusement, si on veut répondre à la question sur le RIC constitutionnel versus le droit de l'Union européenne, je dirais qu'il y a deux manières de le faire. Il y a une première manière, qui est une manière de répondre simple, carrée, factuelle, précise. La question, le RIC enfreint-il le droit de l'Union européenne ? La réponse, elle est simple, c'est non et 3 fois non. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a absolument rien dans le droit de l'Union européenne qui poserait même de très loin, et j'insiste, un obstacle quelconque au RIC constitutionnel. Vous pouvez compulser tous les traités européens, tous les règlements, toutes les directives, toutes les communications de la Commission européenne, tous les arrêts de la Cour de justice européenne. Moi, je ne sais pas où ceux qui affirment que le RIC constitutionnel serait contraire aux règles européennes sont allés chercher cette idée, même si j'ai bien conscience que beaucoup ont tendance à fantasmer et à parfois monter dans les tours quand il est question de l'Union européenne, parce qu'on sait que les questions européennes sont généralement des questions, on va dire, inflammables. Mais surtout, si on veut aller encore un peu plus loin, les traités européens eux-mêmes, ils indiquent qu'ils respectent l'identité constitutionnelle des États membres. Et de manière assez large, parmi les 27 États membres, vous en avez certains dont la Constitution prévoit pas du tout de référendum, c'est le cas en Belgique, vous en avez d'autres qui prévoient des référendums soit en matière législative, soit en matière constitutionnelle, soit les deux, ça c'est le cas de la France, vous en avez qui prévoient le référendum mais uniquement à l'échelle locale ou régionale, ça c'est par exemple ce qui prévaut en Allemagne, et vous avez certains pays qui alors rendent obligatoire le référendum sur certains sujets. C'est par exemple le cas en Irlande où le référendum est obligatoire sur la ratification des traités européens. C'est ce qui fait que l'Irlande, les Irlandais ont toujours voté sur les traités européens. Et puis à l'opposé, vous avez des pays où le référendum est toujours facultatif quand il existe et à la discrétion des pouvoirs publics. Ça, c'est encore une fois la solution qui prévaut en France. Alors quant au RIC, à ma connaissance, il y a franchement pas beaucoup de pays européens qui le pratiquent, puisque, sauf erreur de ma part, il n'y a qu'en Italie qu'il se pratique,
Et si ma mémoire est bonne, en Italie, c'est uniquement pour permettre aux citoyens de s'opposer à l'entrée en vigueur d'une loi qui est en train d'être débattue au Parlement. Bref, donc quand on a une vue sur ce panorama finalement très diversifié, et c'est qu'une première vue parce que j'en ai délibérément limité les exemples et puis je connais pas tout, on se demande bien ce que l'Union européenne peut avoir à faire avec la question du RIC constitutionnel. Et je rappelle également une idée qui est élémentaire, dirons-nous, c'est que les États membres de l'Union européenne, ils restent des États souverains avec leurs identités, leurs histoires souvent séculaires, avec leur géographie différente, leur mentalité différente, leurs traditions, leurs us et coutumes. Et l'Union européenne, à ma connaissance, elle n'a jamais eu la prétention de gommer ces différences. Et c'est un choix qui, je le précise, serait d'ailleurs un choix totalement illusoire. J'ajoute que même dans les États fédéraux, par exemple aux États-Unis, la constitution du Massachusetts, c'est pas la même que celle de l'État de Californie, et pourtant ces deux États fédérés, ils dépendent du même État fédéral. Et d'ailleurs, quand on parle de Californie, j'en profite pour signaler au passage que la Californie, elle connaît le référendum d'initiative citoyenne, et je n'ai jamais entendu dire que à Washington, la Maison-Blanche y avait trouvé matière à critique. Donc, si on raisonne a fortiori, on ne voit pas quel problème le RIC constitutionnel en France poserait à la France vis-à-vis de l'Union européenne, qui, elle, n'est pas un État fédéral et qui, à mon humble avis, ne le deviendra probablement jamais. Donc, aux personnes qui vous disent le RIC constitutionnel ou plus généralement le RIC va à l'encontre du droit de l'Union européenne, je vous autorise à opposer un éclat de rire et pour ma part, je m'autorise à conclure en disant retour à l'envoyeur. Donc, l'Union européenne, on peut la critiquer peut-être à certains égards, mais on a tort de lui lancer des accusations injustes. Et en somme, cette vidéo, elle pourrait très bien s'arrêter là. J'ai répondu à la question avec autant d'exemples que j'étais capable d'en citer. Mais peut-être que pour disséquer un peu davantage le sujet, il faut aborder la question d'une seconde manière qui, elle, consiste à la reformuler peut-être en partie et à essayer d'en analyser les arrière-pensées qui se cachent derrière la question. Alors à cet égard, moi je pense avoir identifié 2 ou 3 points. Le premier point, c'est que derrière la Constitution, la question de la conformité du RIC constitutionnel au droit de l'Union européenne, il y a peut-être l'idée qu'une réforme constitutionnelle qui découlerait d'un RIC, elle pourrait être contrecarrée par les traités européens. Autrement dit, c'est un peu la question tarte à la crème, est-ce que c'est la Constitution nationale qui est supérieure aux traités européens ou est-ce au contraire les traités européens qui sont supérieurs à la Constitution? Alors cette question, elle est connue puisqu'elle donne fréquemment lieu à des sujets de dissertation un peu bateaux en première année de droit. Et le deuxième point, qui est finalement en moule creux du précédent, c'est le point de savoir si on peut échapper aux règles européennes par le RIC constitutionnel. En fait, cette question, c'est pour partie la même que celle du bouclier constitutionnel qui, si vous vous en souvenez, était l'une des propositions de campagne de plusieurs candidats lors de la dernière élection présidentielle en France en 2022. Alors, la vérité, c'est que à cette question, on peut dire que soit il n'y a pas de réponse, soit qu'il y a 2 réponses en sens totalement opposé selon le côté duquel on se place. Alors, du point de vue national, donc français en ce qui nous concerne, c'est la Constitution qui prime sur les règles européennes et c'est le cas dans les 26 autres États membres. Ça, le Conseil constitutionnel l'a réaffirmé de manière encore récente, c'est également la position des cours suprêmes françaises, c'est-à-dire la Cour de cassation et le Conseil d'État. Et cette position, elle traduit tout simplement l'idée de souveraineté nationale. Alors la souveraineté, si on reprend l'idée développée il y a très longtemps par Aristote et de manière un peu plus contemporaine par Carré de Malberg, qui était un théoricien du droit, la souveraineté, c'est la définition de l'autorité qui ne reconnaît aucune autre autorité au-dessus d'elle. Donc tout ça, ça peut paraître limpide en théorie, mais le problème, c'est que du point de vue, cette fois, de l'Union européenne, c'est le droit de l'Union européenne qui prime sur le droit national, y compris sur les textes constitutionnels. Et ça, la Cour de justice européenne
l'a rappelé un certain nombre de fois. Et c'est ce qu'on appelle le fameux principe de primauté du droit de l'Union européenne, qui est un principe sacro-saint de l'Union européenne, même si, je le précise, il figure d'ailleurs dans aucun des traités européens. Alors, l'idée qui est attachée à ce principe, c'est que finalement, le droit de l'Union européenne, il a pour objectif d'harmoniser les droits nationaux dans les domaines de compétences de l'Union européenne et que l'Union européenne, en conséquence, elle ne pourrait pas accepter qu'un État membre s'abrite derrière ses textes constitutionnels pour s'écarter des règles européennes. Donc, selon qu'on se place du point de vue de l'Union européenne ou du point de vue d'un État membre, la réponse, finalement, c'est blanc ou noir. Alors, c'est très paradoxal tout ça, ou plutôt, c'est un problème sans solution. Et ce problème, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, il tient à l'originalité de l'Union européenne, qui est en fait une association d'États, mais pas un ensemble fédéral. Dans un ensemble fédéral, donc chapeauté par un État fédéral, la question, elle ne se poserait même pas. Ce serait le droit fédéral qui l'emporterait sur la Constitution d'un État fédéré et par exemple sur le résultat d'un RIC constitutionnel conduit à l'échelle de l'État fédéré. Alors qu'au sein de l'Union européenne, c'est plus complexe parce que le droit national, il n'est pas contrôlé directement par le droit de l'Union européenne. Par exemple, à contrario, aux États-Unis, donc dans un État fédéral, un juge fédéral, il a tout à fait le pouvoir d'annuler un texte juridique qui émanerait aux États-Unis de l'un des 50 États, par exemple un texte qui aurait été voté dans le cadre d'un RIC constitutionnel. Par contre, si on revient dans l'Union européenne, la Cour de justice européenne, elle n'a pas du tout ce pouvoir-là, et ce sont en fait les tribunaux nationaux qui appliquent les règles européennes. Or, les tribunaux nationaux qui tirent leur pouvoir de l'État membre, ils feraient évidemment, et ça paraît naturel, primer leur constitution. Alors, tout ça, ça pourrait, le cas échéant, créer des problèmes très sérieux dans la relation entre la France et l'Union européenne, en cas de conflit de normes entre le résultat d'un RIC constitutionnel ou pas, d'ailleurs, et certaines règles européennes. Mais les pouvoirs publics français, c'est-à-dire les administrations, les tribunaux, eux, ils appliqueraient la Constitution d'abord, parce que c'est la position des cours suprêmes françaises. Alors, dans tout cela, je formule deux précisions qui permettront peut-être de clore le chapitre. La première précision, c'est que l'éventuelle contrariété au droit européen d'une règle constitutionnelle française, elle ne serait pas réglée de manière différente selon que la règle constitutionnelle, elle découlerait ou non d'un référendum d'initiative citoyenne ou au contraire, d'une réforme constitutionnelle votée au Parlement. Donc, à ce sujet, il n'y a pas du tout de spécificité du RIC et comme je l'indiquais au début de mon propos, l'Union européenne, en fait, elle est totalement indifférente au RIC et au fait que telle ou telle règle, contraire ou pas aux règles européennes, ait été adoptée par référendum ou par une voie plus classique, c'est-à-dire par la voie législative. Et la deuxième remarque, c'est surtout qu'en pratique, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, ces conflits de normes entre une constitution nationale et les règles européennes, ce sont des situations rarissimes. Moi, je n'en ai pas le souvenir en ce qui concerne la France. Alors c'est vrai qu'on en a quelques exemples à la marge qui concernent la Hongrie, la Pologne et dans une moindre mesure l'Allemagne. Et ce sont d'ailleurs des exemples assez récents qui datent de la décennie en cours ou pour l'un d'entre eux de la décennie précédente. Mais ces exemples se rapportaient à des contextes politiques très particuliers. Et de tout ça, on peut conclure en disant que la supposée contrariété du RIC constitutionnel aux règles européennes, c'est une totale contre-vérité. Et la vérité, c'est que l'Union européenne, elle se contrefiche du recours au référendum d'initiative citoyenne. Alors, je termine en soulignant de manière un peu plus personnelle l'intérêt de recourir au référendum sur les questions européennes. Le premier intérêt que j'y vois, c'est un intérêt de principe, mais pas que. En gros, les traités européens, ils ont trait la plupart du temps à des questions qui touchent directement à l'exercice de la souveraineté nationale, dont il apparaît normal qu'on demande aux citoyens directement leur avis, puisque ce sont des questions quand même fondamentales. Par exemple, en Irlande, comme je le disais tout à l'heure, les transferts de souveraineté au profit de l'Union européenne, ils doivent être obligatoirement
soumis à référendum, alors qu'en France c'est facultatif, et qu'en Belgique ou en Allemagne par exemple, un référendum à l'échelle fédérale sur un traité européen, c'est constitutionnellement impossible. On peut trouver ça dommage, mais c'est comme ça. Le deuxième intérêt que je vois au référendum sur les questions européennes, c'est que, en fait, la tenue d'un référendum, il faut bien songer qu'elle place l'État membre dans une bien meilleure posture pour négocier un traité européen à son avantage. Parce que lorsqu'on dit aux autres parties à la négociation, donc aux 26 autres représentants des États membres, attention, je vais devoir obtenir l'accord de mes électeurs et je crains que sur telle ou telle disposition du traité, ce soit un peu compliqué, voire même impossible, eh bien la réalité, c'est que quand un État membre peut se prévaloir de cela, il sera davantage entendu que lorsque cet État membre, il serait au contraire pas tenu de recourir au référendum. Et concrètement, ça s'est déjà traduit comment? Ça s'est traduit, par exemple, à la suite de référendums négatifs où les pays concernés, comme l'Irlande et surtout le Danemark, ils avaient pu négocier ce qu'on appelle des opt-out, c'est-à-dire des clauses spécifiques des traités qui les dispensent d'appliquer certaines dispositions des traités que ces pays estimaient non conformes à leurs intérêts nationaux. Et c'est pour cette raison que, par exemple, l'Irlande, elle n'a pas adhéré à l'espace Schengen ou que le Danemark, il n'a pas adhéré à l'euro. Alors, bon choix ou mauvais choix, ça c'est pas la question que je traite. La question, c'est que la tenue de référendum sur des problématiques européennes et en amont de la négociation de traités, elle permet à la démocratie de mieux faire entendre les aspirations des électeurs. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on peut toujours facilement faire pression sur le gouvernement d'un État membre. Par contre, faire pression sur des millions d'électeurs qui votent à bulletin secret, ça c'est une tâche beaucoup plus ardue parce que les électeurs, on ne les contrôle pas. Et en effet, c'est la principale caractéristique de toute démocratie. Et donc on comprend très bien pourquoi certains, même sans jamais l'affirmer de manière explicite, ils n'aiment pas vraiment la démocratie et en conséquence, ils aiment encore moins la démocratie directe. J'en ai ainsi terminé avec cette vidéo et je vous dis peut-être à la prochaine fois.